Ένα πράγμα θα σου πω. Την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, δεν θυμάμαι πια. Μετά την πρόβα. Όχι. Όχι την πρώτη, μαλακίες. Πριν από την πρώτη μέρα. Allô, allô? Ouais. Je vais reprendre, laisser un peu le temps à tout le monde de s'installer, de mettre les écouteurs. Alors, on m'a posé 2-3 questions pendant la petite pause et je pense que pour bien comprendre le principe de la procuration à distance, le plus simple, c'est que je vous passe un petit film qui est très court, qui doit durer 2 minutes, et qui explique sans doute mieux que moi la façon dont ça se passe. Alors, je vais couper le son parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc d'abord, nous avons le notaire qui va préparer son projet d'acte, mettre son outil de signature électronique dans l'écran, et donc il va, dans un premier temps, sélectionner la procuration qu'il a rédigée en PDF dans l'outil de signature des procurations à distance. Éventuellement, il va ajouter des pièces annexes. Là, il y a un plan. Et il va saisir les informations du client qui va signer la procuration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, comme ils ont des logiciels, ça se remplit automatiquement. Mais à la limite, il peut le faire à la main s'il veut. Après, il va inviter son client à la séance de signature. Et donc, le client va se connecter en visioconférence sécurisée avec le notaire. Donc, le notaire l'appelle, le client décroche et il va recevoir sur son téléphone portable un outil pour faire la vérification de son identité. Donc, dans un premier temps, et donc là, le notaire, lui, est en visioconférence et il voit le client qui va faire exactement ce qui lui est demandé. Donc, il va filmer, comme vous pouvez voir, la pièce d'identité. Donc, la pièce d'identité est enregistrée par l'outil. Après, on va lui demander de positionner la photo dans un cadre précis du téléphone. Après ça, on va lui demander d'incliner la pièce d'identité de façon à vérifier tous les filigranes et les éléments qui permettent de s'assurer que ce n'est pas un faux. Et après, il va devoir faire un certain nombre d'opérations, voilà, vous voyez, devant le téléphone, pour s'assurer que c'est bien lui. Il va devoir parler aussi. Et toutes ces informations, ainsi que les informations qui sont sur la puce RFID du passeport, là en l'occurrence, sont vérifiées. Il va recevoir un code de validation qui va lui permettre de recevoir un certificat de signature qualifié. Le notaire va donc lire la procuration au client. Donc là, on a la séance de lecture de la procuration. Puis le client va la signer. Et pour cela, il va faire 2 choses. Dans un premier temps, il va recevoir un code OTP de signature sur son téléphone portable et il va devoir apposer l'image de sa signature qui va également s'ajouter à la procuration. Le client a signé, c'est bon. Le notaire reçoit la procuration qui a été signée par le client avec le plan. Et donc, le notaire, lui, va signer la procuration avec sa clé réale et l'acte est versé dans l'archive du minutier central. Voilà, donc là, il met son code PIN et l'acte est signé, c'est terminé.
Voilà. Donc voilà, après je vais passer à la publicité foncière, à Téléacte, mais je pense que c'est important de vous montrer un peu comment se déroulait une procuration à distance. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près entre 100 000 actes par mois qui sont signés sous forme électronique, un peu plus. Sur ces 100 000 actes, il y a 10 000 actes authentiques à distance dans 2 offices notariaux et il y a 1000 procurations authentiques à distance qui sont faites tous les mois depuis 3 ans. Donc on est sur un outil qui maintenant est dans son régime de croisière et fonctionne bien. Alors, maintenant, je vais vous parler de la publicité foncière électronique. Comme je vous l'ai dit, on est sur des offices zéro papier. On a dématérialisé au maximum toutes les procédures. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez tout ce que le notaire fait sous forme dématérialisée dans le cadre d'un acte de vente. Enfin, pas que de vente d'ailleurs. D'abord, il va pouvoir récupérer automatiquement les actes d'état civil. Pour des raisons de sécurité, ce n'est plus le client qui apporte son acte d'état civil, c'est le notaire qui va chercher à la mairie l'acte d'état civil de son client. Deuxième élément important dans le cadre agricole, c'est l'information SAFER, donc c'est le droit de préemption dans le milieu agricole. Le client va consulter le casier judiciaire de son client. Le notaire. Le notaire va consulter le casier judiciaire de son client. Pour quelle raison ? Parce que dans le cadre d'une vente immobilière, il y a une loi qui interdit aux personnes qui sont condamnées en tant que marchands de sommeil, donc des gens qui vendent des appartements insalubres, enfin qui louent des appartements insalubres, peuvent être condamnés, et dans ce cas-là, ils n'ont plus le droit d'acheter des biens immobiliers, sauf si c'est leur résidence principale. Donc le notaire doit consulter le casier judiciaire pour s'assurer que son client n'a pas été condamné. Il va également consulter de manière dématérialisée la base des références immobilières. En France, le prix de vente est fixé par le marché, mais les clients ne peuvent pas vendre trop au-dessus ou trop en dessous du prix du marché. Et si c'est le cas, de toute façon, le notaire devra percevoir les taxes du prix tel qu'il aurait dû être. Et en France, ce sont les notaires qui font les statistiques immobilières et donc qui consultent ces bases de données de manière quasi obligatoire pour s'assurer que la transaction est faite au prix du marché. Si elle n'est pas faite au prix du marché, le notaire a l'obligation de faire un signalement TRACFIN dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Le notaire peut également consulter le PACSEN, qui est le fichier des partenariats enregistrés, donc l'alternative au mariage qui existe en France. Et donc, l'épine dorsale de tous ces échanges, c'est les virements bancaires avec la Caisse des dépôts et consignations, et c'est Téléacte, donc la publicité foncière électronique. Alors pourquoi les virements dématérialisés ? Parce que en France, ce sont les notaires qui perçoivent les taxes. Le notariat français est après l'État, est le plus gros percepteur d'impôts en France. Toutes les taxes de mutation immobilière sont perçues par les notaires. Donc, ce n'est pas le client qui paye, c'est le notaire qui paye. C'est le notaire qui calcule la taxe et c'est le notaire qui paye la taxe à l'État, bien entendu en prenant sur le prix de la vente. Si le notaire se trompe, c'est pour lui, c'est lui qui devra payer. Donc il n'a pas intérêt à se tromper quand il calcule le montant de la taxe pour pouvoir percevoir les différents émoluments. Donc on a mis en place un système
où lorsque le notaire va comptabiliser le montant de la taxe, ça va automatiquement réaliser le virement vers la Banque de France qui correspond à cette taxe. Pour chaque écriture comptable, il y a une comptabilisation automatique. La validation du virement se fait dans le même temps que la comptabilisation de l'écriture, pour éviter toute fraude et tout détournement. Le notaire ne saisit pas de numéro de compte, c'est automatiquement détecté par le système. Il n'est pas possible de le détourner. Pourquoi on a mis ça en place ? Parce que c'était la condition vue avec l'État pour pouvoir mettre en place la publicité foncière dématérialisée. Bon, je vous passe les dates parce que c'est du passé, tout ça maintenant, ils font plus que ça. Comment ça fonctionne, la publication d'un acte ? L'acte a été signé. Le clerc, ou la formaliste, ou le notaire va préparer le dépôt au service de publicité foncière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas l'acte qu'on envoie, mais c'est une copie authentique, l'expédition, qu'on va envoyer au service de publicité foncière. Le notaire va signer la copie hypothécaire électronique avec sa clé réale et un virement comptable va être réalisé dans le logiciel de comptabilité du notaire. Ce virement va automatiquement, l'ordre de virement va automatiquement être transféré à la Caisse des dépôts qui va renvoyer un avis d'opérer, donc la preuve du virement, et cette preuve du virement va être ajoutée aux éléments qui seront transmis au service de publicité foncière. Et donc, l'acte va être transféré avec cet avis d'opérer. Le service de publicité foncière, quand il va recevoir l'acte, il va voir qu'il y a une correspondance entre le virement et l'acte, et donc que l'acte a bien été payé, que les taxes ont bien été perçues, et donc il va pouvoir publier l'acte, ou alors faire une mention de rejet ou de refus s'il y a un problème. Et après, eh bien, on va pouvoir soit imprimer, soit faire une copie électronique de l'acte et l'envoyer. Ce qu'il y a de novateur dans ce système, comme je vous l'ai dit, c'est la simultanéité entre l'opération bancaire, financière, et la mutation et l'enregistrement de cette mutation au registre foncier. Les deux opérations sont vraiment faites simultanément, et donc il n'y a aucun risque de décalage entre les aspects fiscaux de l'opération et l'enregistrement au registre foncier. Voilà, rapidement, comment fonctionne Téléacte. Donc, cette manière de faire a été lancée en 2005 dans le notariat français, et donc à partir de 2018, c'est devenu la seule méthode possible pour publier un acte au registre foncier, au service de publicité foncière. Tous les actes sont publiés de cette manière-là. L'avantage de cette méthode, d'abord, c'est une grande rapidité. Parce qu'une fois que l'acte authentique électronique est rédigé, le document pour publier l'acte est automatiquement généré. Le notaire n'a rien à faire. Il appuie sur un bouton, ça génère la copie avec toutes les informations qui serviront à la publicité foncière. Le virement électronique est réalisé tout de suite après, ce qui fait qu'en règle générale, lorsqu'un acte de vente est signé, le notaire a normalement 15 jours pour le déposer au service de publicité foncière, mais depuis 2018, ils sont déposés dans la journée ou le lendemain. Il n'y a plus de décalage. Donc ça a considérablement accéléré le travail du côté du notaire. Ça a aussi considérablement accéléré le travail du côté du registre foncier, puisque toutes les informations préalimentent la base de données du registre foncier, et donc ils n'ont plus qu'à vérifier que ce que le notaire a transmis est correct. Donc ce ne sont plus que des opérations de vérification et non plus de la ressaisie comme il fallait le faire avant. Alors, c'est pas toujours bien fait dans tous les services de publicité foncière, hein. Il y en a 300 en France. Il y en a certains sur lesquels il faut 1 ou 2 mois avant de publier l'acte. Et il y en a d'autres, ça se fait plus rapidement, et il y en a d'autres où ça va moins vite. On a un peu de tout. Je sais qu'on a au moins un bureau de publicité foncière dans le sud de la France,
où ils sont à 9 mois pour publier les actes. Mais quand j'entends le temps qu'il faut parfois pour publier un acte en Grèce, je me dis qu'il y a une marge de progrès. Et finalement, en France, on était parfois à 1 an pour publier les actes. Alors pas à 3, mais on était parfois à 1 an. Maintenant, ça n'arrive quasiment plus du tout. Là aussi, l'accompagnement est aussi quelque chose de très important parce que ça change les habitudes de travail. On fait tout dans la foulée. Donc, il faut s'organiser pour tout faire dans la foulée. Comme je vous l'ai dit, chaque opération comptabilisée fait l'objet d'un mouvement financier. Donc, la comptabilité dans les études doit être tenue de façon beaucoup plus fine qu'elle ne pouvait l'être avant. Donc ça a nécessité un certain nombre d'aménagements, mais qui finalement se sont faits sans trop de difficultés, puisque en 2018, quand on a rendu automatique et obligatoire la publicité foncière, c'était rendu obligatoire au 1er janvier. Au 31 janvier, on n'avait plus aucun office qui avait des difficultés. Donc c'est que finalement, les choses sont assez bien passées dans le notariat en France pour ce service. Voilà rapidement comment fonctionne la publicité foncière en France. C'est un chantier qui a été mené en collaboration avec l'État. C'est-à-dire que le notariat a développé la plateforme notariale et les contrôles qui permettent aux notaires de préparer et d'envoyer, de transmettre les actes au service de publicité foncière. Et en parallèle, l'État a informatisé les services de publicité foncière pour permettre aux notaires de les télépublier et pour faire ces enregistrements automatiques. Et c'est franchement un projet qui a duré une bonne quinzaine d'années. Ça a été un très gros chantier. Parce que c'est l'État, hein, ça bouge au rythme de l'État. Mais on a réussi à faire quelque chose qui fonctionne, mais vraiment remarquablement bien, qu'on est en train de déployer pour les actes à l'enregistrement pour les biens mobiliers et qui a fait tache d'huile dans certains autres services de l'État. Donc on est quand même assez fiers de ce qu'on a pu mener avec l'État dans le cadre de ce projet. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je pense que vous avez des questions. Donc je vous écoute. Je vous demande juste une minute, il faut que... Voilà. Πάρτε λίγο χρόνο, θα μεταφράσω εγώ. Ευχαριστώ. Bonsoir donc. Première question. Est-ce possible, dans un pays comme le nôtre, et je suis très heureuse que vous nous connaissez, est-ce possible, du fait que le service de la publicité foncière en Grèce s'incorpore petit à petit au cadastre? Et vu le fait que le cadastre s'est avéré un champ de mine pour le notaire grec, est-ce possible que la numérisation de contrats se fait dans un laps de temps court? Deuxième question, j'en ai 3, je serai brève. Deuxième question, le chef du SPF a-t-il le droit de refuser l'enregistrement d'un acte, non pas pour des questions financières, mais pour des questions de fond? Et troisième question, j'en ai plusieurs, mais je préfère vous poser cette question-là. Vu les blockchains, est-ce que le notariat en général a-t-il un avenir? Merci. Μεταφράζω για όλους. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν δεδομένου του γεγονότος ότι εμείς στην Ελλάδα, συγγνώμη κιόλας, ουσιαστικά ενσωματώνουμε βήμα-βήμα το υποθηκοφυλακείο στο κτηματολόγιο. Ο Γάλλος δεν
καταχωρεί στο κτηματολόγιο, ο Γάλλος καταχωρεί στο υποθηκοφυλακείο. Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι εμείς έχουμε ένα κτηματολόγιο που βρήθη λαθών και αποδείχθηκε τελικά ένα ναρκοπαίδιο για τον Έλληνα συμβολογράφο, αν είναι δυνατόν να περάσουμε στην ψηφιοποίηση των πράξεών μας μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, έχει δικαίωμα ο προϊστάμενος του υποθηκοφυλακίου να αρνηθεί μια πράξη, όχι για λόγους τύπου, αλλά για λόγους ουσίας. Δεν μου αρέσει όπως έγραψε στο συμβόλαιο, που είναι μια συνήθις απάντηση. Και η τρίτη ερώτηση ήταν τα λεγόμενα blockchains, θα μας εξηγήσει ο κύριος Βαρή, ποιο είναι το μέλλον της συμβολογραφίας, όταν μπορούν οι ιδιώτες, 5 άνθρωποι, εμείς, να έχουμε μια ασφάλεια συναλλαγής και εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο την συμβολογραφία μελλοντικά, αν δηλαδή θα γίνουμε άχρηστοι. Ευχαριστώ. Bien. Alors, je vais essayer de ne pas oublier toutes les questions. La première question était relative au fait que le système qui est mis en place en Grèce inscrit directement la mutation dans le cadastre. Alors, en France, c'est différent puisqu'on publie au service de publicité foncière et la modification du cadastre est faite à partir de ce que le service de publicité foncière a fait. Il n'y a pas d'accès direct. Seuls les géomètres, en fait, en France, ont un accès direct au cadastre. C'est problématique parce que les notaires ne sont pas des géomètres, d'abord. Et par ailleurs, ça veut dire que si on met en place une procédure comme ça où le notaire a un accès direct pour modifier l'information, alors ça nécessite forcément de penser à un moyen pratique pour rectifier cette information lorsqu'il y a une erreur qui survient. Et comme ce sont des registres publics qui disent la vérité, les modalités de rectification doivent être particulièrement contrôlées. Et donc, ça nécessite de penser une organisation qui prévoit ce contrôle de manière efficace. Après, voilà, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Mais je pense que dans ce cas-là, pour mettre en place une publication dématérialisée, ça nécessite de penser de manière forte la façon dont on vérifie l'information pour ne se tromper le moins possible, et après de penser à l'organisation pour permettre la rectification lorsqu'une erreur est survenue. La deuxième question, c'est par rapport au refus d'un conservateur des hypothèques de prendre un acte pour une raison de fond. Alors, donc il y a 2 niveaux, il y a le rejet et le refus. Le rejet d'un acte, c'est quand il y a un problème de fond qui nécessite un acte rectificatif. Et en France, le service de publicité foncière peut effectivement faire un rejet au motif qu'il y a un problème réel sur l'acte et qu'il faut refaire un acte. C'est très très rare. Après, il y a le refus d'enregistrer l'acte parce qu'il y a un problème matériel dans l'acte, une erreur. Ça arrive beaucoup plus souvent. Mais pareil, avec la plateforme Planète, qui est l'outil qui vérifie ce que les notaires vont envoyer, il y en a beaucoup moins parce que la plupart de ces erreurs sont détectées au moment où le fichier est transféré. Et donc, avant même que ça arrive, c'est instantané, le notaire reçoit une information qui lui dit « Ah là, il manque quelque chose » ou « Là, c'est pas normal ». Donc, ça a fait diminuer, il y en a encore, mais ça a fait diminuer le nombre de refus également. Mais dans les 2 cas, le service de publicité foncière peut effectivement motiver des rejets et des refus. La dernière question était relative à la blockchain. Alors, en fait, la blockchain, c'est un outil, c'est juste un outil. Ça ne remplacera jamais le notaire. Cette crainte du remplacement du notaire,
vient d'un anglicisme qui est to notarize, donc enregistré. Et donc, effectivement, les Anglais ont dit, ça notarise. Une blockchain, c'est un outil qui notarise, mais ça veut simplement dire que c'est un outil qui enregistre des séquences. C'est un registre, juste un registre. Si la blockchain devait remplacer le notaire, alors le notaire aurait disparu depuis très longtemps. Parce qu'il y a plein d'autres outils qui font la même chose que la blockchain, qui existent depuis plein d'années et qui auraient pu faire, dans ce cas-là, remplacer les notaires. C'est vraiment, il faut le prendre pour un outil, et dans le notariat, c'est même une opportunité. Je ne suis pas vraiment allé dans le détail du fonctionnement de l'acte authentique électronique en France, mais les technologies sur lesquelles on s'appuie pour faire les actes authentiques électroniques en France sont les technologies de la blockchain. Parce que c'est aujourd'hui les technologies les plus adaptées pour assurer des séquences et garantir qu'un acte a été fait à une telle date et il n'a pas été inséré longtemps après à cette date-là. La blockchain est un très bon outil pour éviter ça. Mais encore une fois, ça n'est qu'un outil. Le notaire, c'est celui qui va mettre l'enregistrement dans la blockchain. Ce n'est pas la blockchain. Donc, c'est mon opinion, il n'y a aucun risque. Ou si les notaires ne servaient qu'à faire ce que fait la blockchain, ils auraient disparu. Avez-vous d'autres questions ? Alors, je ne sais pas où est le micro pour les interprètes. Je crois que le micro est là-bas. Μας είπατε ότι στη Γαλλία ο μέσος αριθμός των φύλων σε μία πράξη μεταβίβασης είναι περίπου 200 με 300 σελίδες. Εδώ εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι τα 20 και 30 φύλλα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Και αναρωτιόμαστε πώς στη Γαλλία έχετε τόσο μεγάλα συμβόλαια. Επιπλέον, εμείς εδώ προσαρτούμε σε κάθε συμβόλο περίπου 10 με 17 πιστοποιητικά. Μας είπατε ότι στο κτηματολόγιο, μάλλον η πράξη, η ψηφιακή, περιλαμβάνει και όλα τα προσαρτώμενα. Πόσα είναι κατά μέσον όρο αυτά τα προσαρτώμενα στη Γαλλία? Επίσης, μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω. Να τις κάνω μία-μία καλύτερα, να απαντήσετε αν είναι εύκολο και μετά να κάνω την επόμενη ερώτηση. Très bien. Alors, en fait, un acte de vente, ça fait l'acte lui-même, ça fait entre 50 et 100 pages. Et après, il y a entre 100 et 200, 300 pages d'annexes. En fait, c'est ça un acte de vente. Et oui, il y a beaucoup d'annexes. Il y a... en fonction, ça dépend des biens, ça dépend des types de biens immobiliers, ça dépend de beaucoup de paramètres. Le nombre d'annexes varie, mais il peut y avoir jusqu'à 10 diagnostics différents. Il y a des plans de cadastre. Alors, contrairement à vous, on n'a pas de documents fiscaux à mettre dans les actes, mais par contre, on a des attestations diverses et variées, le règlement de copropriété quand c'est un bien d'un immeuble en copropriété. On a beaucoup d'éléments à ajouter à l'acte. L'acte de prêt, lorsque la vente est faite avec un prêt, on doit annexer l'acte de prêt également. Donc il y a beaucoup d'éléments. Après, attention, quand on publie l'acte au service de publicité foncière, contrairement à ce que j'ai vu dans la démonstration, on n'envoie que l'acte, rien d'autre, pas d'annexe, parce que le notaire est un officier public, donc l'État estime que le notaire a fait son travail, il n'a pas besoin de vérifier que le notaire a fait son travail. Donc le notaire n'envoie que la copie authentique de l'acte sans les annexes. Merci. Une deuxième question. Μία δεύτερη ερώτηση. Αν, όπως μας είπατε, ο συμβολογράφος ενημερώνεται πολλές φορές από την ίδια την πλατφόρμα του κτηματολογίου, του υποθηκοφυλακίου μάλλον, Resist Foncière,
ενημερώνεται για τυχόν ατέλειες που έχει πράξει. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβολογράφος θα πρέπει να ξανακαλέσει τους συμβαλόμενους να υπογράψουν ή όταν πρόκειται για λάθη μικρά, όπως ένα νούμερο που έχει ξεχαστεί, θα μπορεί να κάνει την πράξη αυτή μόνος του των διορθώσεων. Τι διαδικασία ακολουθεί? Oui, il y a deux niveaux d'erreurs. Il y a les erreurs qui n'ont pas de conséquences sur le fond de l'acte et les erreurs qui nécessitent de signer un autre acte. Lorsque l'on fait une mention rectificative, donc on n'a pas besoin de refaire un acte, et c'est prévu dans les actes authentiques électroniques, alors on va ajouter à la fin de l'acte authentique électronique une mention qui va dire c'est à tort et par erreur que je ne sais pas quoi, bon, et ça va être ajouté à l'acte. Tandis que lorsque l'on doit refaire un acte, on fait un nouvel acte, et dans ce cas-là, on met une mention postérieure sur l'acte initial qui dit que cet acte-là a fait l'objet d'un acte rectificatif numérotant de telle date. Πράξεις, αυτό μου θυμίζει τις δικές μας παραπόδας πράξεις όταν συμπληρώνουμε στοιχεία στο συμβόλαιο τα οποία δεν είναι ουσιώδη. Άρα και στη Γαλλία εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα, αυτό για να μην έχουμε τον κίνδυνο αυτό και το φόβο που έχουμε όταν φεύγει ηλεκτρονικά μια πράξη ότι δεν μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει πάντα τους συμβαλόμενους. Άρα οι Γάλλοι βρήκανε τον τρόπο να ρυθμίσουν αυτό το θέμα, κάνοντας τις επουσιώδες τροποποιήσεις του συμβολίου, τις επουσιώδεις διορθώσεις με παραπόδας πράξεις. Και μία τρίτη ερώτηση έχω, η οποία αφορά εμείς αντιμετωπίσαμε μία, ας πούμε, εντός παρενθέσεως, επίθεση της κυβέρνησης μέσω ενός ψηφιακού προγράμματος το οποίο διακήρυξαν, μίας προκήρυξης, για να κατασκευάσει η ίδια η κυβέρνηση αυτή την πλατφόρμα στην οποία θα πάνε όλες οι πράξεις μας. Εσείς αντιμετωπίσατε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, κάποια τέτοια κυβερνητική εντός παρενθέσεως επίθεση, να θέλει δηλαδή το κράτος να φτιάξει μια πλατφόρμα στην οποία θα περνούν οι δικές σας οι πράξεις? Alors, on a été attaqué par l'État, je ne vous rappellerai pas la réforme du président Macron, enfin, alors ministre Macron. Donc oui, on a été attaqué par l'État, mais sur ce sujet-là, jamais. Parce que on a toujours plutôt travaillé en collaboration avec l'État, et c'est plutôt nous qui sommes venus voir l'État pour lui proposer de mettre en place des choses que l'inverse. Et par ailleurs, l'État n'a pas beaucoup de sous en France et il préfère de loin que ce soit les notaires qui payent leur plateforme plutôt que de leur payer une plateforme. Après, il y a des raisons stratégiques qui font qu'on ne souhaite pas que ce soit les plateformes de l'État qui soient utilisées dans le notariat. C'est pour des raisons de contrôle, d'administration. L'État n'est pas notaire et ignore souvent réellement comment travaille le notaire. Donc, confier à l'État la mise en place d'une plateforme pour quelque chose qui est aussi essentiel que la rédaction de l'acte, ça n'est pas concevable. Il faut vraiment que ce soit fait par des notaires. Ο Γάλλος συμβολιογράφος αντλεί τα δικαιολογητικά έγγραφα που χρειάζονται για ένα συμβόλαιο από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να τα έχει στον υπολογιστή του? Και επίσης από την στιγμή που θα δοθεί η εντολή για την έναρξη, για τη σύνταξη ενός συμβολαίου, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να πάει τελικά να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο και να τελειώσει όλη η διαδικασία? Ευχαριστώ. Alors, c'est une question un peu difficile parce que c'est très variable en fonction des actes.
Alors, oui, pratiquement toutes les pièces que les notaires récoltent sont fournies sous forme dématérialisée, pas que des services publics, également de partenaires privés, hein, les banques, les diagnostiqueurs envoient aussi sous forme électronique leurs documents. Il y a des délais légaux qui fait qu'en France, il faut entre 2 et 3 mois entre le moment où on décide de faire un acte de vente et que la vente soit signée. C'est le délai moyen. S'il n'y a pas de prêt, ça peut aller plus vite, mais il y a un délai incompressible de 2 mois qui est le droit de préemption urbain. Donc de toute façon, même si on avait toutes les pièces le lendemain matin, on est obligé d'attendre la purge de ce droit de préemption. Après, la publication de l'acte. Le dépôt au service de publicité foncière, comme je vous l'ai dit, ça se fait dans la journée ou le lendemain de la signature de l'acte. La publication, c'est en moyenne 1 à 2 mois. Mais c'est variable d'un service de publicité foncière à l'autre. Une autre question ? Κύριε Μπαρή, ήθελα να ρωτήσω, μας δείξατε για τα πληρεξούσια εξ αποστάσεως ότι ο συμβολογράφος έχει τον τρόπο να ταυτοποιήσει το πρόσωπο με τα στοιχεία τα βιομετρικά από την ταυτότητά του ή από το διαβατήριο. Με ποιο τρόπο είναι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος δεν απειλείται προκειμένου να δώσει αυτή την εντολή? Με ποιο τρόπο μπορεί να ξέρει ότι αυτή ήταν πραγματικά η βούλησή του χωρίς επιρροή εξωτερικών στοιχείων? Που είναι το βασικό, διότι όταν δώσει την πληρεξουσιότητα είναι δεδομένο ότι θα γίνει και η πράξη. Alors, ce que je vous ai présenté là, c'est l'aspect marketing. Dans les faits, les notaires en France sont un peu réticents à accepter des procurations à distance de clients qu'ils ne connaissent pas. Si la personne est déjà venue une fois chez le notaire, alors il n'y a pas de problème, ça va très bien marcher. Si le client n'est jamais venu chez le notaire, en général, il lui demandera s'il est déjà allé chez un confrère, s'il a déjà eu affaire à un notaire. Et si le client répond oui, il va appeler le confrère pour savoir si c'est vrai. Ce sera un début pour se forger l'opinion. Après, il y a quand même des cas où il n'a jamais vu un notaire, il ne va pas refuser l'acte. Après, c'est le notaire en son âme et conscience qui va juger pendant la visioconférence la capacité de la personne à comprendre et à accepter ce qu'on lui demande de signer. Le problème de la fausse identité, parce qu'il y a bien deux choses différentes. Il y a la volonté du client et il y a l'identité du client. Le problème de la fausse identité, finalement, il est quand même assez bien géré parce que, alors, ça se voyait peut-être pas beaucoup dans le film, mais en fait, il y a plusieurs caméras qui filment le client en même temps, puisque lorsqu'il fait sa vérification sur le téléphone avec le prestataire de vérification d'identité, le notaire voit le client à la fois dans le téléphone, enfin l'image qu'il y a dans le téléphone, et dans la webcam de l'ordinateur. Ça veut dire qu'il y a deux angles d'attaque différents qui filment la même scène. Ça, aujourd'hui, il n'y a aucune intelligence artificielle, même les plus évoluées, qui est capable de gérer deux angles de vue en même temps pour une même chimère. Ça n'est pas possible. Donc, la fausse identité, c'est quand même pas facile. Après, la volonté du client, c'est plus difficile que quand il est à côté de vous. Mais après, si le notaire n'a pas confiance, il dit non, je ne peux pas signer, il faut que vous veniez. Ναι, καλώς ήρθατε κύριε Μπαρή. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι ένα συμβολογραφείο στη Γαλλία τόσο από άποψη προσωπικού όσο και από άποψη μηχανημάτων και εξοπλισμού? Σας ευχαριστώ. Alors,
C'est très variable parce que la plus grosse étude de France a plus de 300 collaborateurs. Et les plus petits offices de France, il n'y a que le notaire qui est tout seul. Donc il y a tous les cas de figure. En moyenne, un office notarial en France a entre 6 et 8 collaborateurs. Il y a de moins en moins de notaires seuls, complètement indépendants, et de plus en plus de regroupements d'offices. Mais ça, c'est un effet de la loi Macron qui pousse les offices à se développer en taille. Après, c'est organisé de la manière suivante. Vous avez souvent un notaire salarié, des clercs rédacteurs, un ou une formaliste et un ou une comptable. Souvent, c'est organisé comme ça. Après, l'informatique, les offices notariaux en France sont hyper informatisés puisque tout est dématérialisé. Donc, tous les collaborateurs sont équipés d'ordinateurs, les notaires sont équipés d'ordinateurs. De plus en plus, il y a à la fois un serveur dans l'étude et dans le cloud sécurisé du notariat. C'est pas sur Google ou je ne sais où. Dans un cloud sécurisé du notariat, il y a également une réplique du système de l'office notarial, ce qui leur permet de se connecter depuis n'importe où. Voilà, je ne sais pas si c'est très rapide, mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Bonsoir, Monsieur Barry. En France, est-ce qu'il y a un cadastre ou plusieurs cadastres? Et la base de données des cadastres est impeccable ou il y a des choses problématiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des faux? Et les actes de notaire peuvent contacter très bien avec la base de données des cadastres. Et en plus, est-ce qu'il y a par exemple, la base de données, c'est très sûre. Et σας μεταφράζω πολύ απλά ρώτησα εάν υπάρχει ένα κτηματολόγιο ή πολλά στη Γαλλία και αν η βάση δεδομένων του κτηματολογίου είναι τέλεια ή υπάρχουν προβλήματα. Αυτό. Ευχαριστώ. Alors, en fait, en France, il y a beaucoup de bureaux de cadastre, mais il n'y a qu'un seul cadastre national qui est accessible par le biais d'une application qui s'appelle le serveur professionnel de données cadastrales, SPDC, dont l'accès n'est possible que pour les notaires, les géomètres et un certain nombre de professions. Il y a également un site qui s'appelle cadastre.gouv.fr, qui est un site grand public qui accède également au cadastre de France, mais avec moins d'informations, puisque dans le SPDC, on a le nom des propriétaires, etc., alors que dans cadastre.gouv, on a juste les parcelles, leur taille, etc., etc. Le cadastre en France est très fiable, absolument fiable. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les notaires ne peuvent pas publier directement dans le cadastre, car seule l'administration du cadastre et les géomètres peuvent inscrire des informations dans le cadastre. Lorsque le notaire publie un acte, le service de publicité foncière va transmettre les informations au service du cadastre qui va les valider avant de les inscrire. Donc le service du cadastre en France est vraiment très très efficace. Il y a deux personnes. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, οι δικοί μας οι πελάτες των συμβολογραφίων στην Ελλάδα είναι κυρίως αυτοί που έχουν και τα λεφτά και πάνε και κάνουν συμβόλαια μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν γνώση των ηλεκτρονικών μέσων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου άλλου, είτε συγγενούς είτε ειδικού. Αυτό αισθάνομαι εγώ ότι δημιουργεί μια ανασφάλεια στις συναλλαγές, γιατί κανείς δεν ξέρει αν αυτός ο οποίος θα συνδράμει στα ηλεκτρονικά
θα τον καθοδηγήσει και θα του πει πάντοτε την αλήθεια. Ήθελα να ρωτήσω στην Γαλλία, οι πελάτες των συμβολογραφίων, ίσως η Γαλλία είναι πιο δεδομένη στα ηλεκτρονικά. Οι μεγάλες ηλικίας άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι να χειρίζονται μόνοι τους τα ηλεκτρονικά μέσα ή και αυτοί το ίδιο αναγκάζονται να προσφύγουν στη βοήθεια κάποιου ειδικού ή κάποιου συγγενούς που γνωρίζει, παιδιού, εγγονού κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Alors, je ne vais pas parler pour la procuration à distance, parce que là, si la personne ne sait pas utiliser son smartphone, elle s'en sortira jamais. Mais par contre, pour les actes authentiques et électroniques qui sont reçus chez le notaire, c'est plus simple pour une personne âgée de signer un acte électronique qu'un acte papier. Parce que l'acte électronique, elle a juste une signature à faire et c'est tout. Tandis que l'acte papier, il va falloir qu'elle paraphe toutes les pages. Donc, la conséquence qu'on a vue, nous, c'est que les personnes âgées qui ne connaissent rien à l'informatique, elles préfèrent signer les actes électroniques plutôt que les actes papier, parce que c'est beaucoup plus simple pour elles. Alors, par contre, les procurations à distance... Là, όσον αφορά τον εξοπλισμό των συμβολογραφίων, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το ηλεκτρονικό συμβολογραφικό έγγραφο, αρκούν οι συνήθεις υπολογιστές που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, ας πούμε, στα συμβολογραφικά γραφεία, ή θα πρέπει να γίνει μια καινούρια ηλεκτρονική εγκατάσταση σε κάθε γραφείο, ώστε να είναι συμβατή με αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά πόσο θα κόστιζε μια τέτοια εγκατάσταση, γιατί νομίζω ότι είναι και ένα προαπαιτούμενο που πρέπει να συζητηθεί πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ. Alors, la réponse n'est pas simple. Alors d'abord, pour le type de matériel, c'est du matériel tout à fait conventionnel. Un ordinateur de bureau qui fait du secrétariat, ce qu'on n'a pas besoin de plus, puisque finalement, c'est de la rédaction dans Word, c'est des publications sur Internet ou sur des réseaux sécurisés. C'est l'utilisation d'un outil de signature électronique. N'importe quel ordinateur peut faire ça. Les salles de signature qui sont équipées de visioconférences sécurisées avec des grands écrans, il faut des machines un peu plus puissantes. Mais sinon, sur le bureau des notaires, c'est des ordinateurs tout à fait conventionnels. Alors, pas des machines qu'ont 10 ans, hein, mais des machines actuelles, mais tout à fait conventionnelles. En matière de coûts, vrai dire, je serais bien incapable de vous répondre parce que chaque notaire fait comme il veut. En moyenne, on estime qu'un office notarial doit consacrer entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires à l'informatique, au minimum. Ça concerne les logiciels et tout le reste. Hein. Κύριε Μπαρή, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Η επόμενη ερώτηση, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Είπατε ότι κατά μέσο όρο ο χρόνος που απαιτείται για να συνταχθεί ένα συμβολογραφικό έγγραφο, μια πώληση, είναι περίπου 2 με 3 μήνες κατά μέσο όρο. Σε αυτό το διάστημα, οι συμβαλόμενοι απλά είναι στη διαδικασία αναμονής της συλλογής των δικαιολογητικών ή συνηθίζεται στη Γαλλία στις αγοραπολισίες να υπογράφονται συνήθως προσύμφωνα ενώπιον του συμβολογράφου? Alors, là, je pense que ça ne fonctionne pas exactement comme en Grèce. En France, la personne est propriétaire au moment où elle signe l'acte chez le notaire. Enfin, au moment où le notaire rend l'acte authentique, le transfert de propriété est effectif. Il n'y a pas de délai. Que l'acte soit publié ou pas publié, ce n'est pas le problème du client. À partir du moment où l'acte est signé chez le notaire, c'est bon. Quand il est publié,
il est très facilement opposable au tiers puisqu'il est inscrit dans le registre. Le notaire le dépose dans les 24 heures. Au bout de 24 heures, il prend rang, même s'il n'est pas traité, mais je crois que ça, par contre, c'est un peu pareil chez vous. Sauf que quand il y a une prise de rang en France, dès qu'il y a une prise de rang, l'acte est opposable, même s'il n'y a pas encore les mentions de publication. Donc à partir du moment où le notaire a transmis l'acte au service de publicité foncière. Μάλλον σας μετέφρασαν κάπως διαφορετικά το ερώτημα. Το ερώτημα είναι το εξής. Έρχονται ο αγοραστής και ο πολιτής στο συμβολιογράφο προκειμένου να ξεκινήσουν να κάνουν ένα συμβόλαιο. Μέχρι να γίνει το συμβόλαιο αυτό, μέχρι να υπογραφεί το συμβόλαιο, χρειάζονται κατά μέσο όρο 3 μήνες. Πώς δεσμεύουμε τους συμβαλόμενους ότι δεν θα αλλάξει γνώμη ο πολιτής ή ο αγοραστής μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Συνηθίζεται να υπογράφουν προσύμφωνα? Oui. Excusez-moi, effectivement, j'avais mal compris la traduction. En fait, oui. D'abord, les clients vont signer un compromis de vente, qui est un contrat qui est soit authentique, soit sous seing privé, dans lesquels ils s'engagent à acheter le bien pour un certain prix. Il y a des délais de rétractation légaux qui existent, des conditions suspensives d'obtention de prêt, enfin bon, je pense que c'est un peu partout pareil, mais à partir du moment où la procuration, le compromis de vente est signé, il y a un engagement des clients, et donc normalement il y aura des dommages et intérêts si l'un des clients décide de ne pas aller au bout. Άρα υπάρχει επομένως ένα νομικό δεσμευτικό κείμενο στην αρχή που δεσμεύει τις δύο πλευρές προκειμένου να μην συμβούν. Ωραία. Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Στη Γαλλία υπάρχει, φαντάζομαι, από χρόνια έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των δασικών εκτάσεων, έχουν γίνει οι καθορισμοί των αιγιαλών, των ζωνών παραλίας σε όλη τη χώρα. Φαντάζομαι ότι έχουν ολοκληρωθεί από το κράτος, είτε από την κεντρική κυβέρνηση, είτε από τις περιφερειακές αρχές. Έχουν καθοριστεί οι χρήσεις της γης σε κάθε περιοχή, ώστε να γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές μπορούν να χτίσουν, σε ποιες περιοχές μπορούν να καλλιεργήσουν. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι ήδη ολοκληρωμένα και ο Γάλλος συμβολογράφος δουλεύει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Με την έννοια ότι μαζεύει μόνο δικαιολογητικά, αλλά και παράλληλα ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία προκειμένου να συνταχθεί μια έγκυρη συμβολογραφική πράξη. Ευχαριστώ. Oui, tout à fait. En fait, quand le notaire va demander le document au cadastre, il va récupérer toutes les informations, notamment sur la nature de la zone sur laquelle est situé le bien, et donc si c'est constructible, non constructible, si c'est protégé par la loi littorale, si c'est dans une réserve naturelle, tous ces éléments sont codifiés. Pour être très précis et pour compléter la réponse sur le cadastre tout à l'heure, toute la France est cadastrée. Il existe quelques zones qui ne sont pas encore cadastrées. Ce sont des zones de biens nationaux qui n'ont jamais fait l'objet de mutation. Et tant qu'ils n'ont jamais fait l'objet de mutation, ils ne sont pas dans le cadastre. Ça doit être moins de 1% de la surface de la France. Et dans ce cas-là, au moment de la première mutation, il va y avoir un document d'arpentage de dressé et il va être cadastré. Donc ça ne pose pas de problème pour les notaires. De toute façon, un notaire ne peut pas faire de vente si le bien n'est pas cadastré. Αγαπητέ μου φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να σε ευχαριστήσω ταυτόχρονα που ήσουν ουσιαστικός και υπομονητικός στις ελληνικές μας, από την πλευρά μας παρατηρήσεις. Υπάρχει μία άποψη στην Ευρωπαϊκή Συμβολογραφία
ότι πρέπει το συμβολογραφικό έγγραφο να απλοποιηθεί, να στηριχθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που του έχει αναθέσει το εθνικό του δίκαιο. Αυτή η προσπάθεια, λοιπόν, το γνωρίζουμε, αναφέρεται σε αγγλοσαξονικές λογικές. Και σίγουρα έχουμε και τις ανατολικές χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβολογράφων, που επειδή δεν έχουν ιστορία στο συμβολογραφικό δίκαιο, επιθυμούν αλλαγές αυτού του είδους. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο συμβολογράφος είναι η ασφαλιστική δικλείδα ανάμεσα στην πολιτεία, στην οικονομία και στην βούληση των ιδιοκτητών ακινήτων. Αυτή η απλοποίηση, η οποία λανσάρεται σε αρκετά μεγάλη έκταση, δημιουργεί κινδύνους για την ευρωπαϊκή συμβολογραφία. Alors, je ne sais pas si je suis le bon interlocuteur pour répondre à cette question, parce que je ne suis pas un expert enfin, je ne suis pas notaire déjà, je suis ingénieur, donc mes réponses seront plutôt dans le domaine technique que dans le domaine juridique. J'aurais tendance à dire que le notaire apporte de la sécurité. À partir du moment où la simplification n'altère pas les conditions dans lesquelles le notaire peut délivrer son titre avec sécurité, pourquoi pas? Mais si ces simplifications ont pour conséquence de se rapprocher du système Torrent, donc du système anglo-saxon, où en fait ça n'est qu'un certificat de cession sans aucune autre forme de procès, dans ce cas-là, on dénature fondamentalement d'abord la mission du notaire et surtout la sécurité des clients dans le cadre des transactions immobilières. Donc après, je ne suis pas en mesure de mesurer quel type d'évolution, à quel type d'évolution réfléchit la Commission européenne. Je pense que ce serait dangereux pour le notariat d'aller trop loin dans la simplification. Sans doute que, alors là je parle plus pour la France, les actes des notaires français ont une espèce de verbiage incompréhensible pour les clients qui me semble néfaste à l'image des notaires, qui sont vus comme des gens qui produisent des textes incompréhensibles. Et donc, il y aurait sans doute une utilité à faire un travail pour rédiger de façon plus claire les actes. Mais ce n'est pas un problème de simplification, c'est plutôt un problème de clarté du langage juridique. Mais ça, c'est un problème qui est purement français, je ne sais pas s'il existe ailleurs. Φρανσουά, θα ήθελα να σου θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το ρόλο και την αρμοδιότητα των δικηγόρων στην μεταβίβαση του ακινήτου. Έχουν κάποια συνεργασία με τους συμβολογράφους, όταν υπογράφουν οι συμβολογράφοι το συμβόλαιο μεταβίβασης, χρειάζεται να παρευρίσκονται, κάνουν μια έρευνα για τα βάρη του ακινήτου. Γενικά, εάν έχουν κάποια συνεργασία με τους συμβολογράφους ή το ακίνητο, η όλη διαδικασία του ακίνητου είναι αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητα του συμβολογράφου. Και όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, είπες ότι η ηλεκτρονική, ο συμβολογράφος για την κάθε πράξη μέχρι τώρα πληρώνει περίπου 7 ευρώ και θα υπάρξει από εδώ και μπρος μια διακύμανση ανάλογα με τον όγκο των πράξεων. Και επίσης στην πλατφόρμα που δουλεύουν περίπου 500 άτομα που είναι απαραίτητα για να γίνει η συντήρηση και η οργάνωση της πλατφόρμας. Η πληρωμή και η οικονομική διαχείριση της πλατφόρμας και η πληρωμή όλων των ανθρώπων που δουλεύουν γι' αυτό γίνεται μόνο από το ποσό της σύσπραξης της ηλεκτρονικής υπογραφής του συμβολογράφου ή υπάρχουν και κάποια άλλα έσοδα? Alors, en fait, la DSN, les 500 personnes ne travaillent pas toutes pour les actes authentiques électroniques. La DSN propose énormément d'outils et de services aux notaires, puisque la DSN édite des revues
papier, Notaire, Vie professionnelle, Le Niaumont, etc. sont des revues qui sont éditées par la DSN, donc on est loin de l'informatique. La DSN exploite également tous les registres. Le fichier central des dispositions de dernière volonté, le fichier des testaments français, est géré par la DSN. Ça a été même le premier fichier de la DSN. Les outils de la clé réale, donc l'outil de signature électronique des notaires, est géré par la DSN. Planète, la plateforme d'échange avec l'État, a été construite et gérée par la DSN. Le réseau électronique sécurisé des notaires est géré par la DSN. Donc, le minutier central, c'est juste une partie de l'activité de la DSN, ce n'est pas toute l'activité. Donc, les 500 personnes ne travaillent pas pour le minutier central, elles travaillent pour plein de choses. La volonté du notariat français était que cette structure soit financièrement autonome. Donc, tous les outils qui sont créés par la DSN doivent être financés. Donc, les notaires payent pour tous les services que fournit la DSN. Ça, c'est un point essentiel et c'est un point de crédibilité vis-à-vis de l'État, car il a la certitude que les registres, les plateformes, les archives des notaires ne risquent pas de se trouver dans une situation de péril, puisque la DSN doit avoir un équilibre financier. Par ailleurs, c'est une association, il n'y a pas de distribution des bénéfices, tous les bénéfices sont réinvestis dans les outils de la DSN. Ah oui, les avocats. Oui. Alors, les avocats, en France, le notariat a le monopole de la publicité foncière. Donc, tous les actes, seuls les notaires peuvent faire des actes de vente, et donc les avocats n'ont pas de rôle du tout dans ce sujet-là, même s'ils le souhaiteraient, mais aujourd'hui, ils n'ont aucun rôle. Λοιπόν, έχουμε ακόμη μία-δύο ερωτήσεις και θα πρέπει σιγά-σιγά να κλείσουμε την εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και όσο συζητάμε οι ερωτήσεις αυτές θα αυξάνονται, αλλά είμαι επίσης σίγουρος ότι ο κύριος Μπαρί θα είναι στη διάθεσή μας ακόμη και εκ του μακρόθεν, όχι δίπλα μας, εκ του μακρόθεν, να μας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σκεφτούμε στο μέλλον και ζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαρί. Σας έχουμε κουράσει πολύ σήμερα. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε. Ένας κόσμος μάλλον άγνωστος για τους περισσότερους από εμάς. Εγώ έχω να κάνω μία απλή ερώτηση και μία λιγάκι πιο δομική. Η απλή ερώτηση είναι η εξής. Εάν λοιπόν υπογράφει ο συμβολογράφος ο Γάλλος, διατηρώντας τον έγχαρτο τύπο, ένα ψηφιακό αντίγραφο, υπογεγραμμένο από τον ίδιο, γνήσιο αντίγραφο και το απέστελε στις διάφορες υπηρεσίες, στο υποθηκοφυλακείο και τα λοιπά, με ό,τι άλλο χρειαζόταν. Δεν θα πήγαινε η πληροφορία βεβαιωμένη από το συμβολογράφο εκεί που έπρεπε και έτσι να παραχθούν τα ένομα αποτελέσματα. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Θα σας κάνω αμέσως και την άλλη γιατί σχετίζεται. Γιατί από την αρχή είχα την απορία πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή το 2000 που μας είπατε ότι μέχρι το 2005 νομίζω βγήκε το πρώτο διάταγμα, έτσι. Άρα λοιπόν ήμασταν περίπου στην αρχή της χρήσης του ίντερνετ. Ήταν μία περίπου δεκαετία πάνω κάτω. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη, αν θέλετε, το κοινωνικό αίτημα ή η διευκόλυνση που θα παρήχε το ηλεκτρονικό συμβόλαιο, το ψηφιακό συμβόλαιο και ξεκίνησε αυτό ως ιδέα, ως νομοθέτηση και σιγά σιγά γίνανε οι διάφορες εφαρμογές. Δηλαδή, τι ενοχλούσε το έγχαρτο και μάλιστα από ό,τι πρόσεξα, είπατε ότι το πρώτο διάστημα, το 2008, υπεγράφει μόνο μία πράξη, αργότερα σιγά-σιγά κάποιες πράξεις, με τη γραφίδα στο τάμπλετ και πολύ αργότερα, κυρίως μετά την COVID εποχή, δημιουργήθηκε η ανάγκη
πιο απλουστευμένων διαδικασιών στην επικοινωνία και για την κάλυψη των Γάλλων που ζούσαν στο εξωτερικό, αφού δεν είχαν υποστήριξη και από τα προξενία. Άρα, λοιπόν, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά εμένα μου είναι πραγματικά μία απορία. Ποια είναι αυτή η ανάγκη αντικατάστασης του εγχάρτου, αφού και μόνο με το ψηφιακό αντίγραφο μπορούσε να φτάνει η πληροφορία εκεί που έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Alors, vaste question. En fait, d'abord, c'est parce qu'il y a eu un président du Conseil supérieur du notariat qui était une personne visionnaire, qui était Alain Lambert, qui avait compris que l'avenir, il serait digital, il serait numérique, il ne serait pas papier, et que si le notariat français ne prenait pas ce virage, eh bien, il serait complètement dépassé et il allait disparaître. Il a fait un discours très dur que j'ai entendu à une assemblée générale où il expliquait aux notaires que c'était la survie du notariat qui était en jeu dans ces projets. Et il a eu raison parce que si on a réussi à, je dirais, limiter les effets de la loi Macron, c'est parce que l'État a compris que pour faire ce qu'avaient fait les notaires, ça coûterait tellement cher qu'ils n'en seraient pas capables. Donc, grâce à cette digitalisation de la profession, on a justifié le rôle du notaire en tant que second percepteur d'impôts en France. Donc, ça a commencé par quelqu'un qui était visionnaire. Effectivement, en 2005, on aurait pu se poser la question de l'opportunité. D'ailleurs, la loi n'impose pas l'acte électronique. Il s'est imposé tout seul. Dans la loi, le notaire peut décider de faire un acte papier ou un acte électronique. Il n'y a aucune contrainte. Simplement, il n'y a plus aucun notaire en France qui veut faire un acte papier. Λοιπόν, μία έμφετη και μία εκεί. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να ρωτήσω, πώς βλέπετε το μέλλον των Γάλλων συμβολογράφων στη συνέχεια της ψηφιακής εποχής, πόσο πιο μακριά μπορεί να πάει η ψηφιακή διαδικασία και αν νομίζετε ότι εμείς από την άλλη που δεν την έχουμε ξεκινήσει καν, έχουμε καθυστερήσει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Alors, je ne sais pas si on peut parler de retard, il suffit d'y aller à un moment et c'est tout. Comment je vois l'avenir du notariat français? On a été très très loin dans la dématérialisation, donc les notaires maintenant sont zéro papier. Il y a une révolution qui arrive avec l'intelligence artificielle qui va fondamentalement changer la façon dont les notaires vont préparer leurs actes. Aujourd'hui, le processus de rédaction d'actes en France est très très automatisé. L'intelligence artificielle ne va pas la révolutionner. Par contre, il va révolutionner la façon dont on prépare tous les éléments qui permettent la rédaction de l'acte. C'est-à-dire exploiter les données de l'ensemble des pièces, faire des analyses, préparer des analyses pré-mâchées, on va dire, des pièces pour pouvoir rédiger les actes. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer le travail des notaires parce que ça va encore plus accélérer la façon dont ils travaillent. Je pense que la deuxième grande évolution, ça va être dans la relation avec le client. Bon, la procuration à distance, c'est fun, c'est nouveau, bon, mais c'est quand même que 1% des actes. Et finalement, quand on fait des études chez les clients des notaires, quand ils viennent le voir sur leur notaire, c'est qu'ils ont des vrais sujets à voir avec eux en général, et donc ils veulent le rencontrer. Donc, c'est pour ça que finalement, ça n'augmente pas aussi vite qu'on aurait pu l'imaginer. Par contre, la numérisation, avec les nouvelles générations, va considérablement changer la relation que le notaire va avoir avec ses clients. Les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans ou plus jeunes
sont des gens qui n'envisageront pas du tout les relations avec le notaire comme ma génération ou des générations plus âgées. Et donc, la numérisation va encore beaucoup faire évoluer la relation entre le notaire et son client. La relation entre le notaire et l'État, aujourd'hui en France, elle est déjà complètement dématérialisée, donc je ne vois pas trop ce que ça va apporter de plus. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε για αυτή την συνάντηση. Η ερώτησή μου είναι πιο πρακτική. Είπατε ότι και έτσι δεν είναι υποχρεωτικό το ψηφιακό έγγραφο, το επιλέγουν κατά ποσοστό σχεδόν 98% οι Γάλλοι συμβολογράφοι. Το 2% περίπου αφορά συγκεκριμένες πράξεις ή για ποιο λόγο το επιλέγουν? Alors, c'est pas 2% des notaires qui choisissent de faire du papier, 100% des notaires font de l'électronique, mais 2% des actes n'arrivent pas à être faits en électronique. Il y a dedans une toute petite partie qui concerne les testaments authentiques. Parce qu'en France, pour signer un testament authentique, il faut la signature de 2 notaires. Et les outils que nous avons développés, d'un point de vue technique, ne permettent pas de mettre sur le même ordinateur 2 outils de signature électronique de notaire. Ça ne marche pas. Donc, ils sont obligés de les faire en papier parce qu'ils n'ont pas de moyens techniques. La loi le permet, mais nous, on n'aura pas encore donné d'outils techniques pour le faire. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les actes qui font plus de 30 mégaoctets, qui aujourd'hui ne peuvent pas être archivés dans le minutier central parce qu'on les refuse. Donc, l'année prochaine, quand on va les accepter, et donc tous ces actes-là, maintenant, on va passer peut-être à 99% parce qu'ils vont y passer. Et la dernière partie, c'est quand il y a un problème technique. S'il y a une panne de courant, on ne fait pas un acte électronique. S'il n'y a plus de réseau, on ne fait pas un acte électronique. Donc ça, c'est des cas où le notaire ne veut pas faire revenir ses clients parce qu'ils viennent de loin. Alors, tant pis, il signe un acte papier. Voilà. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πρακτικό. Γιατί με έχει φάει και η περιέργεια και ίσως και πολλών συναδέλφων εδώ μέσα. Θα ήθελα να μας πείτε εάν η αμοιβή του συμβολεογράφου καθορίζεται από το κράτος, από τον σύλλογο ή αν είναι κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη. Είναι κάτι, αν το γνωρίζετε, να μας πείτε. Και αν μπορείτε να μας πείτε σε ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη μεταβίβασης 100.000 ευρώ, πώς είναι η αμοιβή μέσα σε πλαίσια, είτε σε επί της 100, είτε σε απόλυτο αριθμό ευρώ κατά προσέγγιση. Ευχαριστώ. Alors, on va passer 3 heures si je pars dessus. En fait, en France, il y a un tarif, un barème national, un tarif. Et quel que soit le notaire que vous alliez voir, pour un bien d'une certaine valeur, vous allez payer un certain prix, point barre. Il n'y a pas de liberté. Enfin, les notaires ont une petite liberté sur 3 ou 4%, mais c'est presque rien. Donc, il y a un tarif en France, un tarif national des notaires. Et toutes les opérations qui se font chez le notaire sont prévues dans ce tarif. Et quel que soit le notaire que vous choisissez, ce sera le même prix. Ça dépend du prix, en fait. C'est ça. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αγαπητέ κύριε Μπαρή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Πιστεύω ότι εκφράζω όλους ευχαριστώντας σας για την σημερινή παρουσίαση και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ελπίζουμε να σας έχουμε πάλι σε μια ευκαιρία κοντά μας, να μας δώσετε την εμπειρία σας για το πώς θα μπορούσε και η ελληνική συμβολογραφία να εξυγχρονιστεί. Επιτρέψτε μου, σαν σουβενίρ, σαν αναμνηστικό, να σας δώσω ένα αντίγραφο από Ελληνικό Μουσείο και ένα λεύκομα με φωτογραφίες που αφορούν τη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα
και το Άγιο Όρος. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Πιστεύω ότι βγαίνουμε λίγο πιο μορφωμένοι σήμερα μετά από όλα αυτά για να το έχουμε στο μυαλό μας και να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Λοιπόν, Λάρισα, θα έρθείτε.